Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce jeudi 27 janvier. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme, mais c'est aussi celui pour lequel le taux de guérison est le plus élevé. Le cancer du sein touche une femme sur 8 en France. Quels sont les symptômes, comment le soigner et quelles sont les avancées en matière de recherche? Le professeur Marc Spillmann sera notre invité. Avec 4 victoires d'affilée en Euroleague, la Roca Team reçoit le leader de la compétition, le Real Madrid. Les enjeux de ce choc, c'est dans quelques instants. Puis nous parlerons Formule E, le championnat du monde reprend ses droits demain avec une double affiche en Arabie Saoudite. Jérôme D'Ambrosio, le team principal de Rocket Venturi Racing, sera avec nous depuis Diriyah. Carrefour entre l'Orient et l'Occident, Dubaï se révèle être une destination business de premier choix. Le Monaco Economic Board y mène actuellement une mission. Reportage à retrouver en fin de JT. C'est le premier temps fort de l'année en Principauté, un événement que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info, les célébrations de la Sainte Dévote. Bonsoir Julia Vial, comment se sont déroulées les festivités ? Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien cette année, elles se sont déroulées de façon un peu particulière avec les restrictions sanitaires. Pour assister à ces festivités, les Monégasques devaient être assis et ont ainsi pu prendre place sur des chaises installées au port Hercule. Dans le respect des règles sanitaires, la célèbre barque sur bûcher a été brûlée en présence du souverain et de la famille princière. Ce jeudi 27 janvier était lui marqué par la messe pontificale. Après la cérémonie, une procession a pris la direction du palais princier avec les reliques de la Sainte Dévote escortées par les carabiniers du prince. En parallèle, dans un communiqué du palais princier, il a été expliqué que la princesse Charlène n'avait malheureusement pas pu prendre part aux célébrations. Elle poursuit sa convalescence. Le suivi de ses soins dentaires va en effet prendre encore plusieurs semaines. Avec son époux le prince Albert II, la princesse Charlène s'est associée de tout cœur à l'ensemble des Monégasques et des résidents à l'occasion de la Sainte Dévote. Dès que sa santé lui permettra, ce sera avec joie qu'elle repartagera des moments de convivialité en Principauté. Merci Julia. La 15e édition de la Biennale monégasque de cancérologie se déroule jusqu'à samedi au Grimaldi Forum. Chercheurs, scientifiques, spécialistes sont réunis pour partager leur expérience et mettre en évidence les avancées dans le domaine. Ce soir, nous nous sommes intéressés à un cancer qui touche une femme sur 8 en France, le cancer du sein. Nous avons convié Marc Spillmann, cancérologue, directeur de l'Institut français du sein à Paris. Bonsoir professeur. Bonsoir. Les spécialistes le répètent régulièrement, plus un cancer est détecté tôt, moins il y aura de séquelles, vous le confirmez ? Tout à fait, c'est l'intérêt majeur actuellement du dépistage national qui a lieu entre 50 et 75 ans. Il faut découvrir les tumeurs au moment où elles sont les plus petites pour avoir le maximum de chances de les guérir et de faire le traitement le moins agressif. On est gagnant sur tous les plans, aussi bien sur la survie que sur la tolérance aux traitements qui seront minimisés, diminuer le nombre de chimiothérapies, diminuer la radiothérapie si l'on peut. Quels sont les signes qui doivent alerter les femmes ? Comment agir ? D'abord, je pense qu'une chose qu'on peut apprendre facilement dans nos pays européens, c'est l'auto-examen, qui est un examen extrêmement simple, qui se fait en général chez les femmes non ménopausées juste après les règles. On s'allonge sur le lit et la femme va examiner chaque cadran du sein, va aussi avec sa main rechercher la moindre boule qu'elle peut avoir. Ça c'est un élément facile à faire et qui peut rapporter gros. La deuxième chose, c'est de dire que toute anomalie qu'on voit au niveau de son sein, une petite ride, un méplat, doit être considéré comme quelque chose de dangereux jusqu'à la preuve du contraire apportée par son médecin généraliste ou son gynécologue. L'étape d'après, c'est la mammographie. À partir de quel âge recommandez-vous aux femmes de se faire dépister ? Alors, en dehors des patientes à risque familial, on va dire, je pense que 50 ans, c'est l'âge qui a été, on va dire,
proposé pour faire le dépistage national. Mais ce n'est absolument pas une erreur si on a par exemple une mastose polykystique, des maladies bénignes du sein, de faire ce diagnostic à partir de 40 ans avec la mammographie. Et on peut même éventuellement, en cas effectivement de famille à risque, faire une échographie de temps en temps, qui est un très bon examen pour les femmes jeunes, parce que nos femmes jeunes ont des seins très glandulaires, donc difficiles à examiner en mammographie. Vous en parliez en début d'entretien, professeur. Comment soigner un cancer du sein? Quels sont les traitements? Le traitement le plus classique reste la chirurgie. Et je répète, plus on va dépister tôt, plus on pourra faire un traitement, on va dire, conservateur. Aujourd'hui en France, on estime que moins de 25% des femmes vont subir une mastectomie totale, c'est-à-dire l'ablation complète du sein. On va faire aujourd'hui, donc dans la très grande majorité, simplement une tumorectomie. On enlève la boule avec un petit segment de tissu sain autour de la boule. Puis, pour finir le traitement, eh bien, on fera de la radiothérapie, ce qui permettra à la femme de garder un esthétisme tout à fait convenable parce que le sein n'a pas été enlevé. Le cancer du sein est le plus fréquent chez la femme, mais c'est aussi celui pour lequel le taux de guérison est le plus élevé. Comment on peut expliquer cela, professeur? Aujourd'hui, en 2022, on est autour de 85% de guérison des cancers du sein. Donc c'est vraiment un saut considérable. Et ceci, je pense, on peut l'expliquer par plusieurs faits. Le premier, il ne faut pas le nier, c'est le dépistage par donc, ces mammographies que l'on fait à partir de 50 ans. Je crois, deuxièmement, eh bien, on explique quand même de plus en plus au niveau des écoles, au niveau des télévisions, des radios, de s'autopalper. On parle du cancer du sein beaucoup plus librement qu'on le faisait il y a 25 ans, je crois. Et puis, d'une autre part, eh bien, c'est l'avènement de très nombreux nouveaux médicaments. Et dans l'ordre, je dirais, les traitements anti-hormonaux, les progrès de la chimiothérapie et surtout, j'insiste sur ces nouveaux traitements, ces traitements ciblés qui vont aller spécifiquement tuer les cellules tumorales et non plus comme on faisait avant. On faisait une espèce d'une bombe atomique, certes qui allait tuer des cellules tumorales, mais qui aussi touchait des cellules saines et qui était responsable donc d'effets toxiques désagréables. Eh bien merci Marc Spillmann de nous avoir éclairé à ce sujet. On le rappelle que vous êtes actuellement à la 15e Biennale monégasque de cancérologie. Merci. Merci à vous. Parlons de toute autre chose à présent. L'AS Monaco Basket reçoit le Real Madrid demain à 19h à la salle Gaston Médecin. La Roca Team pourra compter sur le soutien de ses supporters pour ce match de gala face au leader de l'Euroleague. Avant de revenir sur les modalités pour assister à cette rencontre, Yannick Debever vous livre les toutes dernières informations à connaître avant ce choc. C'est un reportage réalisé avec Lionel Bernardi et Alexandre Gougassian. C'est une rencontre qui a tout d'un test pour la Roca Team. Après 4 victoires consécutives, les Monégasques se confrontent au leader d'Euroleague, le Real Madrid, favori à la victoire finale. It's good also to see where we are against the best teams. It's good to see, like how we react on different, let's say, situations, different individuals, like the best players in Europe. Les Madrilènes ne se sont inclinés que 3 fois cette saison dans la compétition. Ils sont sur une série de 6 victoires consécutives, dont la dernière ce mardi face à Kazan, dans le match en retard de la 19e journée. Un large succès 85-68 en forme de mise en garde pour la Roca Team. Pour gagner ce match, les mots-clés, ce sera surtout la défense et l'agressivité pour vraiment contrer leur collectif. Parce qu'ils ont de la taille, ils ont du talent, ils ont vraiment pas mal de choses en magasin. Donc c'est sûr, demain, malgré nos 4 victoires consécutives, on n'est pas favoris. Mais il va falloir faire un gros match dans l'intensité pour pouvoir gagner demain. Au match aller, les Monégasques avaient réussi à faire douter Madrid avant de craquer en fin de rencontre et de s'incliner. Entre-temps, l'équipe a bien évolué selon la philosophie du coach Sacha Obradovic jusqu'à entrevoir son plein potentiel. I definitely see a lot of space, like to improvement, especially defensively. There are a lot of things, which we have to fix. We did have, a couple of days now to work on this. We get better, I have to say.
But it's always good, if you analyze, like the mistakes and good things, from wins. La Roca Team devra être à son meilleur niveau pour espérer battre le Real. Un absent toujours côté Monaco, Léo Westermann touché aux adducteurs. Après 2 semaines d'arrêt, le pivot Dante Hall devrait quant à lui faire son retour. 3400 spectateurs au lieu des 2000 autorisés pourront donc assister à cette rencontre à Gaston Médecin. Et quelles seront les modalités à respecter pour assister à ce choc entre la Roca Team et le Real Madrid, Julia? Il s'agira, Émilie, effectivement d'un vrai choc. L'AS Monaco, en grande forme après 4 victoires d'affilée, reçoit une légende du basket européen, le Real Madrid. Un match qui promet une ambiance du tonnerre grâce notamment aux 3400 supporters qui pourront assister à la rencontre. Mais pour accéder à la salle Gaston Médecin, ils vont devoir obligatoirement présenter un pass sanitaire valide, c'est-à-dire, Émilie, être pleinement vacciné ou rétabli de la Covid-19 depuis 11 jours minimum et 6 mois maximum, ou encore présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 heures. Si vous ne faites pas partie par contre de ces 3400 chanceux qui pourront assister au match, je vous rappelle que la rencontre est à retrouver en direct sur Monaco Info, aux commentaires David Cozed et Ali Traoré pour un coup d'envoi à 19h. Et toujours concernant la Roca Team, cette information que nous avons appris aujourd'hui, le club a un nouveau président. L'actuel président a en effet confirmé l'acquisition par Alexei Fedorichev de 46,4% des actions de la société AS Monaco Basket, faisant ainsi de l'un des leaders mondiaux des céréales son actionnaire majoritaire. Avec cette passation, Sergueï Diadeshko a voulu donner une nouvelle impulsion à son projet de cœur. Nous souhaitons beaucoup de réussite à Alexei Fedorichev dans ses nouvelles fonctions. Changement à la tête du club également, mais chez les amateurs. Le 24 janvier dernier se sont effectivement déroulées les élections du bureau de l'AS Monaco Basket Amateur. Nicolas, passionné du club, vient d'être nommé président. Il prend la suite de Arnaud Giusti, qui a œuvré pendant plus d'une décennie au club. Le comité directeur ainsi que les membres du bureau sont déjà prêts à œuvrer pour amorcer ce nouveau virage pour le club. Et la transition est toute trouvée, Julia, après le rallye Monte-Carlo, place à l'historique qui a lieu jusqu'au 3 février. L'opus historique du rallye Monte-Carlo revient cette année, Émilie, après 2 ans d'absence liée à la crise sanitaire. Cette 24e édition se caractérise ainsi par le retour des parcours de concentration, avec notamment le choix de villes de départ emblématiques, Bad, Hambourg, Milan et Reims, 3 itinéraires pour une destination commune, Monte-Carlo. Un souhait du comité d'organisation de l'Automobile Club de Monaco pour relancer l'économie de la principauté en accueillant comme avant les concurrents venus d'une majeure partie de l'Europe. Vous l'aurez compris, Émilie, c'est le rendez-vous des amoureux de sport automobile à ne surtout pas manquer. On reste dans le sport auto. La saison 2021-2022 du championnat du monde de Formule E débute demain à Diriyah, en Arabie Saoudite. Évidemment, nos regards seront portés sur les résultats de Rocket Venturi Racing. Edoardo Mortara avait été sacré vice-champion du monde la saison passée. Quel bilan tiré de l'année écoulée? Quelles sont les ambitions de la firme monégasque cette saison? Pour en parler, nous sommes avec le team principal de Rocket Venturi Racing. Bonsoir Jérôme D'Ambrosio. Bonsoir. Nous sommes à l'aube de cette 8e saison, mais tout d'abord, est-ce que l'on peut dire que la saison dernière a été la plus aboutie pour Venturi? La saison dernière a été la meilleure saison jusqu'à présent pour notre écurie. Donc, c'était une saison très positive. Et là, on a une bonne inertie pour entamer cette nouvelle saison. Et quelles sont vos ambitions maintenant pour cette saison? Et continuer à forcément évoluer. L'année dernière, on a fini 7e du championnat, vice-champion du monde avec Edo. Cette année-ci, il y a Lucas Di Grassi qui nous a rejoint. C'est clair qu'on veut jouer aux avant-postes, jouer devant, et puis après, on verra en fin de saison ce que ça donne. En Formule 1, la différence entre gagner le championnat et être 5e, elle est très minime. Donc, on va se concentrer course par course, mais clairement, les ambitions, c'est de jouer aux avant-postes et puis on verra. Oui, vous faites clairement aussi le pari de l'expérience avec l'arrivée de Lucas Di Grassi. Clairement, Lucas est le pilote plus expérimenté en Formule 1, un des pilotes qui a le plus de réussite dans le championnat. Entre lui et Edo, on a 2 pilotes qui non seulement ont de l'expérience, mais aussi 2 pilotes qui ont des résultats et qui ont une certaine vitesse. Donc, on devrait plutôt
être en bonne position pour cette année-ci. Et c'est une saison qui s'annonce encore palpitante avec de nouveaux formats de qualification et puis de nouveaux circuits à Vancouver, à Jakarta. Alors effectivement, on a un beau calendrier puisque tout d'abord, on revient à Monaco 2 années de suite. Donc ça, c'est la première fois et on est très heureux par rapport à ça. Ensuite, il y a de nouvelles destinations, comme vous l'avez dit, Vancouver, Jakarta. Le championnat continue à évoluer et c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et quels sont les paramètres qui changent au niveau de la monoplace ? Alors, au niveau de la monoplace, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à l'année dernière. Par contre, vous en avez parlé, le schéma de qualif a évolué. Ça veut dire qu'on va vers un schéma de qualification qui va permettre normalement à avoir un peu plus de stabilité dans le championnat. On a vu l'année dernière 14 pilotes qui pouvaient jouer encore la gagne à la dernière course. Là, on va vers un format de qualif qui va être un peu plus tourné vers vers la performance pure. Et donc, on devra avoir plutôt 4-5 pilotes qui vont se définir au cours de la saison et qui vont pouvoir jouer ce championnat. C'est plus facile pour les spectateurs pour suivre les résultats et suivre le championnat. Et rendre le championnat beaucoup plus attractif. Jérôme, vous avez été promu team principal récemment. Qu'est-ce que cela change pour vous ? C'est encore un nouveau challenge, hein ? C'est encore un nouveau challenge. Alors, l'avantage, c'est que comme j'ai été l'adjoint de Suzy l'année dernière, c'est une transition finalement qui se fait de manière assez naturelle, progressive. La plus grosse différence pour moi n'est pas forcément dans le day-to-day, mais aujourd'hui, la responsabilité est sur mes épaules. Donc voilà, c'est une autre étape. Mais encore une fois, je pense que pour tout le monde dans l'écurie et dans le sport en général, c'est important de se concentrer sur ce qu'on fait, sur le moment présent, sur ce qu'on fait course par course. Et puis après, encore une fois, si on fait ça, on est plutôt confiant sur le fait que les résultats devraient pouvoir venir. On l'espère aussi, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Jérôme D'Ambrosio, d'avoir été avec nous ce soir depuis l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Et non loin de là, aux Émirats Arabes Unis, le Monaco Economic Board a saisi l'opportunité de l'exposition universelle pour mener une mission de plusieurs jours à Dubaï. De nombreuses rencontres sont prévues avec des investisseurs et des officiels émiratis. En pleine pandémie de Covid-19, c'est l'occasion pour la principauté de trouver de nouveaux débouchés et d'élargir un peu plus son rayonnement. Le reportage sur place de Bastien Bory. Tout a commencé en 2017 quand le ministre émirati des Finances a voulu joindre pour la première fois la Chambre de commerce de Monaco. Depuis, les rencontres incluant le prince Albert II se sont multipliées jusqu'à la venue aujourd'hui à Dubaï du Monaco Economic Board. C'est disons la partie finale de ces rencontres qui ont amené beaucoup plus d'entreprises de Monaco à nous accompagner pour découvrir la zone franche de Dubaï qui est colossale et qui est là actuellement la zone franche la plus importante dans le monde. Avant de se rendre prochainement à Singapour, le MEB pose ses valises et son appétit pour les affaires dans cette plateforme dubaïote devenue en quelques années une halte immanquable. Toute la communauté économique mondiale regarde vers Dubaï. Pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui est un peu un centre du monde en fait. C'est un hub énorme, tout le monde connaît la compagnie Emirates. À partir de là, Dubaï est devenu un endroit où tout explose. Les buildings poussent comme des champignons, l'économie attire des investissements du monde entier, de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis. Ne pas aller à Dubaï, en fait, c'est ignorer le monde. Entrepreneurs indépendants, sociétés de conseil, compagnies spécialisées dans les secteurs juridiques, immobiliers et numériques. Pendant 2 jours, plus de 30 entreprises monégasques vont faire l'étalage de leur savoir-faire, des compétences convoitées par les Émirats. They've had a recipe that worked for them since the 1800s. And they kept going through. And you know, in those hundreds of years, nations have gone up and down, and Monaco is just getting stronger. I didn't get to visit the gold refinery in Monaco. I'm looking forward to visiting that, and want to introduce them to the refining opportunity as well here in Dubai. There's a lot of synergies that we know that we can capitalize on. C'est donc la première fois, et loin d'être la dernière, que le tapis rouge est déroulé ici pour le MEB. De retour en principauté pour le reste de l'actualité avec vous, Julia Vial. Vous teniez à nous parler de cette conférence de la Fondation Prince Pierre au Théâtre des Variétés lundi.
Pour filmer une scène, Émilie, y a-t-il une seule place pertinente qu'on puisse prendre pour la caméra? Une bonne distance, une durée exacte qui s'impose pour exprimer ce qui est souhaité? Autant de questions qui trouveront réponse lors de la conférence de Mia Hansen-Løve. Sur la base d'extraits de ses films, la réalisatrice et Jacques Kermabon, critique de cinéma, débattront ensemble autour de la mise en scène et des choix qui sont faits tout au long de la conception d'un long métrage. L'entrée à cette conférence est gratuite, mais il vous faudra vous inscrire au préalable sur le site internet de la Fondation Prince-Pierre pour y assister. Autre rendez-vous à noter dans vos agendas, la conférence proposée par le diocèse de Monaco le 1er février avec le dessinateur Brunor, conférence qui aura lieu à la maison diocésaine. Cet artiste original, Émilie, propose une grande enquête en bande dessinée sur le thème de la foi chrétienne et de la raison. Depuis 2012, les albums d'enquête de Brunor l'ont conduit à accepter d'être chargé de mission du diocèse de Paris pour former des adultes et des jeunes désirant aborder ou creuser des thèmes autour de la foi, de la raison, de la Bible et des sciences. Merci Julia. Nous vous parlions en début de journal des célébrations de la Sainte Dévote. Eh bien, parmi les acteurs incontournables des festivités, ou Cantine da Rocca, la chorale toujours fidèle aux différents temps forts de la principauté, a participé ce matin à la messe pontificale en la cathédrale de Monaco. Rencontre avec Vanessa Dessy sur des images d'Alexandra Marangoni. Étudier, créer, maintenir et défendre la langue monégasque au travers de chansons populaires, ou Cantine da Rocca est un groupe créé sous forme d'association monégasque sous l'impulsion du prince Régnier III. En 1993, la présidente à l'époque de l'Académie des langues dialectales, Madame Paulette Kérichi-Porello, avait décidé de relancer les cours de langue monégasque pour les adultes. Et c'est à l'issue de ces cours de langue monégasque, pour perpétuer la langue monégasque, qu'ils ont décidé de pousser la chansonnette entre amis et de faire vivre le patrimoine musical monégasque. Le groupe est composé aujourd'hui d'une vingtaine de membres. Certains ont intégré la chorale un peu par hasard. En fait, je suis un musicien de jazz depuis... Et ça n'a pas empêché 2 membres du Cantine de faire appel à moi. Le fait d'être intégré dans cette chorale, ça a développé mon grand intérêt pour la chanson monégasque, et qui est né parallèlement avec la connaissance d'un livre qui avait été édité sur les chansons monégasques des Sourds Optimistes. Et du coup, ça fait naître en moi peut-être un petit projet de vulgarisation de la chanson monégasque. Au sein de la chorale, Angèle est aujourd'hui la plus ancienne des membres. En 1993, j'ai vu sur Nice Matin qu'il y avait des cours de langue monégasque. Alors je me suis précipitée parce que ma grand-mère ne savait même pas parler français, elle parlait qu'au monégasque. Quand on avait fini le cours de monégasque, on chantait des chansons qu'on chantait sur le rocher et tout. Et quelqu'un a dit « Oh, mais pourquoi on ne ferait pas un groupe ?» Et c'est comme ça qu'après est né le Cantine da Rocca. Et j'ai fait partie des membres fondateurs et je me suis toujours éclatée parce qu'il y a vraiment une ambiance formidable. La chorale participe à de nombreux événements tout au long de l'année, comme la veille de Noël, le pique-nique des Monégasques ou encore plus récemment la Sainte Dévote. On referme ce journal avec les prévisions météo. Il paraît que la tendance est assez mitigée pour demain, Julia. Oui, Émilie, avec une matinée plutôt couverte, notamment à cause d'un voile nuageux qui est prévu vers le lever du jour. Mais pas d'inquiétude, ça s'arrangera au cours de la journée avec le soleil qui pointera le bout de son nez. Au niveau des températures, elles oscilleront entre 7 et 13 degrés. Demain sera célébré Saint Thomas d'Aquin. Merci Julia et merci à vous pour votre fidélité. On clôture ce journal comme nous l'avons débuté avec les célébrations de la Sainte Dévote. Ce soir, un focus sur le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, photo signée Michael Alési. Dans quelques instants, un nouveau numéro de votre magazine Demeure d'exception présenté par Alexandra Pani. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.